Bien, alors maintenant, ah, voilà. Le point suivant, donc, c'est l'intervention du président du conseil d'administration donc, de l'école, donc, qui est Thierry Mété. Donc, je vais donc laisser la parole à Thierry Mété, qui lui aussi a enregistré sa présentation, car il est toujours à Noirmoutier. Il va y avoir aussi, dans les présentations, il va y avoir un enseignant de l'école aussi qui va prendre la parole. Donc, on lance donc la visio et c'est parti. Alors, premier point de mon intervention. Évidemment, toute mon intervention va tourner autour de la crise du Covid-19, avant, après, pendant, etc. Donc, premier slide, arts et métiers et la crise Covid-19. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'école a fait pendant la crise? Alors, premier point, un point très important, il y a eu continuité pédagogique. C'est-à-dire que dès le lundi 23 mars, 100% des cours ont été assurés avec tout l'enseignement académique par visio. Donc, il y a une très forte mobilisation de tous, de tout le personnel de l'école, les fonctions support, et merci à la DSI, et également les enseignants. Tout le monde a fait preuve de créativité et de mobilisation, ce qui a permis d'assurer la continuité pédagogique, ce que tout le monde a apprécié. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui ont été aussi rapidement prêtes pour assurer cette continuité pédagogique. Les enseignants ont fait preuve de créativité et de mobilisation. Ils ont mis en place tout un système de tutos, de suivi pour que les élèves puissent suivre les cours et se sont adaptés très bien à ces conditions tout à fait inédites, ou en tout cas, si elles n'étaient pas inédites, parce que certains cours avaient commencé à se faire comme ça, elles ont été plus brutales et immédiates. Un point important, on a eu 0 bug sur la partie système. On a eu en moyenne plus de 4000 connexions par jour, comparé avec environ 7000 élèves et personnels. Si on enlève les stagiaires, si on enlève une partie des... Donc, on a quand même énormément eu de connexions par jour sans aucun bug. Un exemple, lundi dernier, le 25 mai, on a fait une réunion du personnel. Il y avait 500 personnes connectées en même temps, sans aucun problème. Donc, continuité pédagogique, motivation et globalement satisfaction, parce que les enseignants ont de satisfaction ont donné un 80% de satisfait, un peu moins chez les élèves, 75%. Donc, merci au travail avec la sauce, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de problème technique, on n'a pas de PC, on n'est pas très bien, etc. Donc, on a réussi à avoir une satisfaction intéressante et ça nous satisfait évidemment. Un point important, nous avons eu plus d'étudiants à distance qu'en amphi. Alors, ça peut paraître étonnant. Vous allez me dire, oui, mais on peut venir en amphi et dormir. On peut aussi le faire à distance. En tout cas, c'est plus facile de ne pas venir à distance que venir en amphi. Et donc, ça correspond certainement bien à une génération. Et donc, ça nous donne beaucoup d'élan pour le futur. Donc, réactivité, adaptation, voilà ce que l'école a pu montrer face à la crise du Covid. Et ça, je remercie les élèves et le personnel de l'école. Deuxième slide, ce que je vais appeler arts et métiers pendant la crise. Donc, arts et métiers pendant la crise, il y a eu énormément d'initiatives prises par les élèves, prises par les enseignants. Beaucoup d'initiatives locales. D'ailleurs, ça nous a posé un problème pour essayer de tout centraliser, de tout compter, vous allez voir. Donc, c'est vraiment aussi un petit mal français. Il y a beaucoup d'initiatives, c'est un petit peu tous dans son coin. Donc, ça, c'est aussi un enseignement. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. L'intelligence collective a beaucoup de bons. Et donc, on a vu que dès qu'on arrivait à se mettre plusieurs centres ensemble, plusieurs personnes autour d'une vidéo, on résolvait beaucoup de problèmes. Donc, à améliorer remontée d'infos, multisites, comme dans l'industrie, en fait. Ça a été un fantastique éclairage pour les élèves, pour les jeunes, sur ce que peut être le monde de l'industrie avec une boîte avec un central et 8 sites sur la France.
Alors, parmi ces initiatives, on a fait des masques sur Metz, on a mis en place, on a développé une machine de découpe et de pliage de tissus, on a fait des visières, je vais vous en parler, on a fait des valves pour respirateurs, on a fait le programme Garas, je vais vous en parler aussi. Alors, sur les visières, à ce jour, plus de 50 000 visières ont été produites et distribuées. Il faut savoir que sur le centre de Cayenne, à un moment donné, on avait une capacité de 3 000 visières par jour grâce à de l'injection de plastique. Dès le début, on a travaillé, les élèves et les enseignants ont travaillé sur l'impression 3D. Et donc, on avait tout un tas d'imprimantes 3D qui produisaient, ce qui nous a permis de fournir 13 000 masques dans les hôpitaux, 2 000 dans les EHPAD, 20 000 dans les collectivités locales et après dans les associations, les entreprises. Donc aujourd'hui, très gros succès de cette initiative sur les visières qui ont permis de renforcer l'ancrage local et territorial de chaque centre. Maintenant, vous allez avoir un petit film qui a été réalisé pendant la crise, donc un peu avec les moyens du bord, et qui était surtout pour remercier et féliciter les initiatives, parce qu'on a eu pas mal de remontées des services hospitaliers et autres. Petit film. Autre initiative, Garas. Qu'est-ce que Garas? Garas, c'est un guide d'accompagnement pour la reprise d'activités sécurisées. Ce guide est en fait une double face. Un côté, c'est un guide, donc un petit booklet de 50aine de pages qui reprend de manière exhaustive tous les gestes, les gestes barrières, mais surtout les aménagements que chaque entrepreneur, chaque chef d'entreprise doit mettre en place dans son atelier et dans ses bureaux. Mais c'est surtout un stagiaire. Donc en fait, c'est un binôme, un guide et un stagiaire. Le stagiaire, c'est un élève de première année, voire de deuxième année, élève qui va permettre de mettre en place les moyens pour sécuriser la reprise d'activité. Au fur et à mesure qu'on présentait cela aux entreprises, qu'on présentait cela à la presse, etc., ça s'est enrichi. Et des entreprises qui avaient déjà pu mettre en place cette reprise d'activité ont eu besoin de monde de support, d'aide pour suivre la mise en place de ce soutien. Et maintenant, ils ont surtout besoin d'ingénieurs, de stagiaires en méthode pour améliorer la productivité suite à tout ce qui a été mis en place et qui donc, comme vous le savez, cause pas mal de soucis en productivité, voire même en organisation de la production. Donc Garas, qui était un soutien aux TPE, PME, aux petites entreprises, est devenu autre chose, il est devenu plus que ça, parce qu'une grande entreprise est intéressée pour diffuser la bonne parole à sa supply chain, à ses fournisseurs. Donc aujourd'hui, c'est un vrai outil de notoriété pour l'école et surtout un vrai outil pour fournir des stages aux élèves, car vous savez que dans la situation actuelle, c'est une grosse difficulté de fournir des stages aux élèves. Donc aujourd'hui, il y a 300 élèves qui sont inscrits pour ce guide. Et aujourd'hui, on a à peu près 55 entreprises, dont plusieurs proposent plusieurs stages. Vous voyez qu'il faut encore se bouger
On a encore besoin de trouver des entreprises. On a encore des élèves qui n'ont pas de stage et qui doivent faire un stage. En tout cas, il faut qu'ils essayent de faire un stage. Très bon retour sur cette initiative d'IARAS sur les réseaux sociaux, dans la presse. Vous avez sûrement vu une interview dans la presse d'Alexandre Rigal dans l'usine Nouvelle. Oui, oui, nous ne sommes pas sectaires. Nous avons signé un accord de partenariat avec la FIEV, la Fédération des industries équipements du véhicule, pour que la FIEV distribue ce guide à tous ses adhérents. Nous espérons pas mal de remontées. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de publications. Il a noté que sur LinkedIn, il y a eu pas mal de choses de faites, c'est bien. Mais là aussi, il faut que vous soyez sur ces réseaux sociaux, que vous fassiez tourner l'information. Donc, outils de notoriété, outils d'ancrage social, outils de mise à disposition de stages. Je veux aussi noter une très bonne collaboration entre l'école et la SOS. Nous avons mis en place une réunion hebdomadaire qui, avec Jean-Marie, avec Jean-Guy, avec Joël, avec Michael Rivet de l'école, Alexandre Rigal, Laurent Champanet. Toutes les semaines, nous avons un point sur toutes les initiatives et travailler en mode projet avec beaucoup de pragmatisme pour mettre en place des solutions avec une efficacité qui rappelle le monde de l'entreprise, avec beaucoup de positifs et beaucoup d'agilité. Donc là aussi, l'école d'industrie du futur, on a pu montrer que l'école était capable d'être complètement adaptée à l'industrie et aux problématiques du moment. Nous avons aussi eu beaucoup de soutien, la Fondation Arts et Métiers, merci à Roger, la Fondation Vinci qui nous a donné aussi de l'argent, les collectivités, la mairie de Paris, par exemple la mairie du 13e nous a fourni des salles, nous a fourni du personnel, l'école a fourni du personnel, les machines, et nous avons pu produire des masques, la mairie de Metz, etc., etc. La suite sera de continuer à utiliser les liens, les relations avec les collectivités locales et les entreprises pour continuer à démontrer que nous sommes l'école du futur. Donc, je conclurai ce slide en disant stratégie de l'école, c'est un acteur socio-économique. Nous avons réussi à le faire à travers ces exemples, Dizière, Garas, partenaires de l'industrie et des territoires. Je pense que c'était à signaler. Il faut être fier de tout ce qui a été fait. Merci encore aux élèves, aux enseignants et à tous les soutiens que nous avons eus, que ce soit de la SOS, de la Fondation et des autres. Troisième partie de ma présentation. Donc, le stratégie arts et métiers, stratégie et maintenant. Nous avons vécu, nous sommes en train de, j'espère, de terminer un épisode compliqué à travers le Covid. Maintenant, ça va être la relance de l'industrie. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors, je commencerai par une petite phrase d'un savant il y a près de 500 ans, donc au XVIe siècle, qui s'appelle Bernard de Palissy, et qui disait « Et quand ils auront bien débattu la question, il leur faudra admettre que la pratique a engendré la théorie. » Donc nous allons utiliser ce que nous avons vécu pour continuer à travailler la stratégie de l'école et continuer à avancer. Sur la pédagogie hybride, c'est ce qui va rester. Donc les cours magistraux en distanciel, ça va être la généralisation, parce que c'est demandé par les ministères, parce que c'est la norme dans pas mal d'écoles, parce que les jeunes aujourd'hui sont capables d'apprendre mieux en distanciel qu'en présentiel. Ça a été démontré, on l'a encore montré pendant ces semaines. Donc les cours magistraux, les cours académiques, en grand amphi, je pense qu'il y en aura de moins en moins. Pédagogie hybride, ça veut dire des TD mixtes, qui seront sûrement sur la base de volontariat, mais des TD mixtes, parce que certains TD ou certaines présences peuvent être à distance. Par contre, des TP en présentiel, et ça, c'est la spécificité des arts et métiers, plateforme technologique, présentiel, manipulation. Donc, c'est totalement en ligne avec nos stratégies. On peut confirmer et poursuivre une pédagogie hybride
qui peut nous permettre de renforcer la spécificité arts et métiers en donnant plus de mètres carrés, plus de moyens à tout ce qui est plateforme technologique, totalement en ligne avec la stratégie. Donc, c'est une opportunité pour nous de continuer à dématérialiser l'enseignement académique pour donner plus de place à la pratique. Mais ça veut dire repenser les espaces pour suivre à distance, repenser les espaces pour accueillir les travaux pratiques, repenser les espaces pour accueillir les étudiants étrangers, par exemple. Donc, c'est comme pour les entreprises, il faut se réinventer et c'est parfait pour nous, comme nous voulons être l'école de l'industrie du futur. Pour la rentrée 2020, la question est encore posée. Nous attendons les directives du ministère. Je pense que le ministère attend aussi de voir ce qui se passe, s'il y a une deuxième vague ou pas. Mais nous sommes prêts à appliquer cette pédagogie hybride dès la rentrée de 2020. Nous avons démontré que pendant les 8 semaines qui viennent de se dérouler, qu'on était capable de le faire. Donc nous verrons, nous adapterons, nous serons là aussi agiles pour faire une rentrée 2020 à la date prévue, c'est-à-dire fin août, début septembre. Organisation. Organisation, il ne faut pas qu'on refasse comme avant. Donc définitivement, les services supports ont démontré que beaucoup de choses étaient capables d'être gérées à distance. Aujourd'hui, tous les process sont gérables à distance, même la facturation. Il nous reste à résoudre le courrier physique. Et ça, c'est comme toutes les entreprises. On reçoit du courrier physique et il faut le relever et le distribuer. Donc, à part ce sujet-là, nous sommes capables d'avoir tous les process à distance, ce qui va nous permettre de continuer la réorganisation des fonctions support, un petit peu dans tous les centres, mais une fonction support capable de gérer tous les centres. On va pouvoir optimiser les bureaux, les mètres carrés. C'est quand même l'objectif du ministère, l'objectif des tutelles. On va pouvoir travailler ce sujet avec vraiment une expérience forte. On va optimiser les ateliers, les plateformes technologiques, parce que là aussi, puisque c'est le point fort, la spécificité de l'école, on va pouvoir sûrement y mettre plus de moyens. Il va falloir repenser les zones pour les étudiants, les zones de coworking, comme pour les entreprises. Là aussi, nous sommes totalement en phase. Nous ne sommes pas une école dématérialisée, nous sommes une école avec une pédagogie hybride qui s'appuie sur les plateformes technologiques. Il nous faut donc repenser et non pas sortir les élèves. À quoi servent nos bâtiments? Le schéma directeur immobilier a été validé par les tutelles. Notre stratégie est pertinente avec les plateformes technologiques. Maintenant, il faut poursuivre, il faut aller plus loin. Il faut revoir tous les mètres carrés, comment on les utilise. Nous avons une très bonne dynamique avec les carrés. Dans chaque centre, des projets se mettent en place, des projets vont être travaillés. Donc, pragmatisme et bon projet, c'est le mode de fonctionnement de l'industrie, c'est également le nôtre. Enfin, les élèves, et là, c'est un point que je voulais absolument voir avec vous aussi. Donc, sur les élèves, il faut qu'on les soutienne. Les élèves ont un challenge énorme à vivre. On a créé Garas pour l'industrie, il faut faire de même avec les jeunes. Sur l'enseignement, on est prêt. Sur les stages, il faut qu'on continue à travailler. Sur le nombre de stages, je compte sur vous. Sur la forme des stages, sur des stages en production, sur une diversité de contenus, pour qu'il n'y ait pas qu'un seul format de stage qui, en ce moment, pendant peut-être 1 an ou 2 ans, on aura beaucoup de difficultés à trouver un nombre de stages. Et il faut qu'on multiplie la forme des stages pour donner à tous les élèves une expérience par rapport à l'industrie. Enfin, un petit point, on est en train de mettre sur les épaules des élèves un poids incroyable. L'école est un passage entre la prépa où ils étaient il y a 1 an et où ils étaient des taupes il y a 1 an, donc ils ne voyaient pas le jour, et l'industrie, la vie professionnelle. L'école est un passage, mais dès aujourd'hui, on leur demande des choses très, très compliquées, ou en tout cas très, très valorisantes, très, très excitantes. On leur demande de préserver, de perpétuer les traditions en changeant tout. Préserver et innover, challenge fantastique, mais il faut qu'on les soutienne, il faut qu'on les aide. Donc, merci au réseau des DSC.
comme entreprise, il n'y a pas une seule recette, il n'y a pas une seule façon de faire. Donc, on va croiser les expériences, on va croiser les initiatives, mais nous avons besoin de tout le monde. La vie à l'école, les traditions, c'est effectivement, une fois de plus, on le sait tous, une fantastique préparation à la vie professionnelle. Il faut absolument qu'on soutienne les élèves parce qu'ils vont vivre une rentrée certainement compliquée, j'espère pas autant qu'on a connu la période Covid, mais on risque d'avoir des difficultés parce qu'il va falloir se réinventer et donc trouver en cela une opportunité et non pas une angoisse. Donc je compte sur vous tous aussi pour nous aider. En conclusion, premier point, la stratégie de l'école est pertinente, validée par la tutelle, par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Cette stratégie, elle a été d'une certaine manière testée, validée et donc reconnue pendant la crise Covid. Donc on va poursuivre ça et ça nous donne encore plus d'énergie pour réussir la transformation de l'école. Deuxième point de conclusion, c'est donc une opportunité. On va pouvoir lâcher les freins, on va pouvoir convaincre tout le monde que tous les freins peuvent être abaissés et on peut lâcher les freins. Donc on va pouvoir accélérer, on va pouvoir accompagner, convaincre. Ça, c'est bien. Organisation, pédagogie, attractivité de l'école, il faut qu'on continue à faire parler de l'école. Donc je compte sur vous, par exemple LinkedIn, on a 45 followers sur l'école sur LinkedIn. Par rapport à 33 000 alumni, je pense qu'il y a très peu de followers alumni sur LinkedIn. Donc je vous demande d'aller sur les réseaux sociaux, de diffuser, de liker, etc. Nous sommes encore une fois troisième dans toutes les grandes écoles, universités sur les réseaux sociaux. Il faut faire mieux. C'est une place enviable déjà, troisième, mais on est sur le podium, mais on vise la première place. Il faut qu'on continue cette réorganisation. Il faut qu'on reparle de finances, il faut qu'on continue à parler d'immobilier. Une petite note, par exemple, le centre de Zenata au Maroc, on n'a pas prévu de mettre un amphi dans l'école. On voit que la crise Covid confirme que l'amphi n'est plus une marque de fabrique d'une école d'ingénieurs. Enfin, je voulais surtout remercier Jean-Marie et le bureau de la sauce. Nous avons une très bonne et régulière, je vous ai parlé des réunions hebdomadaires, mais une très bonne et régulière collaboration de la communauté arts et métiers dans son ensemble, la sauce, l'école, la fondation, les élèves. Tout cela renforce et confirme et accélère la transformation des arts et métiers. Je vous rappelle notre devise, accélérateur de talent pour l'industrie du futur. On compte sur vous, la taxe d'apprentissage, la notoriété, le soutien, les stages. On compte sur vous et comptez sur nous pour vous rendre encore plus fiers d'être Gadzar. Maintenant, nous allons avoir un petit film d'une dizaine de minutes de Richard, professeur à Lille, qui va vous présenter la robotique. Bonjour, je suis Richard Béarré, enseignant-chercheur en robotique sur le campus ENSAM de Lille. Ma présentation a pour objectif de faire un tour d'horizon de nos activités en robotique industrielle et en cobotique, et plus particulièrement de mettre l'accent sur l'intégration de ces activités dans la formation ENSAM. Notre équipe est constituée d'un peu plus d'une vingtaine de personnes, et nos activités sont adossées à une plateforme technologique baptisée Usine Agile, dont certains éléments sont présentés dans cette vidéo. Les thématiques de recherche de l'équipe concernent principalement trois grands axes. Un premier axe portant sur la conception de cellules robotiques sûres de fonctionnement, qui passe donc par une connaissance et une maîtrise de l'aspect normatif associé à la collaboration en machine, et également qui passe par l'intégration de l'humain dans la démarche de conception et d'innovation. Un deuxième axe qui porte sur la robotique associée à l'auto-apprentissage, ce que l'on pourrait traduire par rapport de l'intelligence artificielle en robotique industrielle. Et enfin, un dernier axe sur la digitalisation, toujours associé au contexte des lignes de production,
avec notamment la notion de jumeaux numériques de systèmes physiques, et ceci à différentes échelles, suivant les critères de performance que l'on veut faire ressortir. Alors ce dernier axe est également associé à des technologies telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Cette plateforme est le lieu central sur lequel s'appuient nos activités de recherche, de transfert vers l'industrie et de formation. Elle est reconnue au niveau national, notamment avec le label Robotex, mais également au niveau international, avec des beaux succès. Là, je cite par exemple un projet européen pour lequel nous étions leaders. Alors pour cette présentation, du moins je ne détaillerai pas plus avant les éléments associés à la recherche et au transfert. Je vais plutôt me focaliser, comme je l'ai annoncé, sur l'aspect formation. Donc depuis, on va dire 5 ans, nous avons développé de façon très significative l'offre de formation adossée à cette plateforme, et ceci notamment grâce à l'appui de la Fondation. Cela correspondait naturellement à un besoin exprimé par nos partenaires industriels, mais aussi à une demande de plus en plus pressante de nos étudiants qui, en passant aux ateliers, voyaient des technologies pour lesquelles ils avaient de l'appétence. Et croyez-moi, ils savaient l'exprimer, cette appétence. Donc aujourd'hui, environ la moitié des étudiants en première et deuxième année réalisent un ensemble de travaux pratiques, ainsi que des projets en exploitant les moyens de la plateforme. Et quant à la formation de dernière année, nous portons aujourd'hui 3 formations, dont un master de recherche. Et une de ces expertises est plutôt orientée robotique sur l'aspect technologie, avec des notions de conception de systèmes innovants. Et la deuxième est orientée, elle, gestion industrielle, donc on va dire une vue un peu plus macroscopique, s'appuyant toujours sur les moyens de la plateforme. Côté formation continue, j'ai monté un master spécialisé en robotique collaborative il y a 4 ans de cela. Et ce type de formation s'adresse à de jeunes ingénieurs sortant d'école ou à des ingénieurs déjà expérimentés qui cherchent une mise à niveau technologique ou une reconversion dans le domaine. Un fait marquant, je voulais vous le montrer, donc qui est associé à ces formations associées à la robotique et à l'intelligence artificielle. Sur les 2 dernières promotions sorties, environ 25% de nos étudiants, et entre guillemets parmi les meilleurs, intègrent ou créent une start-up. Et 30% poursuivent leurs études par une thèse de doctorat ou un master en robotique. D'ailleurs, actuellement, notre laboratoire accueille une très grande majorité de doctorants issus de l'école, ce qui, je l'avoue, est un fait extrêmement rarissime. Sur cette diapo, j'insiste plutôt sur les éléments importants, jugés importants par nos étudiants, et j'ai d'ailleurs cité quelques phrases. Alors c'est des éléments récurrents qui reviennent lors des formations en robotique. Pour résumer, ce qui interpelle et ce qui intéresse nos étudiants, c'est naturellement le lien avec l'industrie. Je dis naturellement puisque c'est une des caractéristiques de notre établissement, mais c'est également le fait que ce lien avec l'industrie est renforcé par l'accès à des moyens technologiques, je veux dire cohérents et en plus innovants. Et un autre axe qui ressort également beaucoup avec ces dernières promotions, on pourrait dire une nouvelle génération, mais c'est l'aspect humain. Au final, beaucoup d'étudiants viennent chercher des méthodes concernant leur influence même au niveau sociétal, lorsqu'ils vont mettre en œuvre ce type de technologie. Alors pour cette partie, fait aussi assez nouveau, là, depuis quelques années, on fait intervenir des anthropologues, des psychologues, des ergonomes de l'activité dans différentes formations, et ils viennent apporter leur expertise, leur éclairage sur ces aspects-là. À présent, quelques exemples de travaux réalisés par nos étudiants. Alors ces travaux sont tous en lien avec un ou plusieurs partenaires industriels que j'ai volontairement masqués ici. Alors vous voyez apparaître Airbus, mais en l'occurrence là il s'agissait d'un concours, hein, c'était pas un partenariat. Donc si on regarde la vidéo sur la gauche, vous voyez un robot qui au niveau de l'effecteur suit une trajectoire linéaire. On remarque également un profilé qui est ici un obstacle qui est évidemment pas connu à l'avance par le robot. Et malgré cet obstacle, vous avez le suivi
au niveau de l'effecteur qui est toujours linéaire. Donc c'est ce projet qui a été réalisé par 2 étudiants. Bien, au final, je vous laisse imaginer le type d'application, mais montre que pour certains types de robots, ici ce sont des robots redondants, ils ont plus d'axes que les robots classiques. En développant de la fonctionnalité spécifique, eh bien, on peut continuer à travailler en mode dégradé, malgré un contact soit avec l'humain, mais là en l'occurrence c'est plutôt avec un environnement qui est peu ou pas maîtrisé, ou pas maîtrisable, on va le dire comme ça. Sur la droite, on voit un étudiant auprès d'un robot équipé d'un effecteur de perçage. Alors cet étudiant aujourd'hui il est responsable R&D d'une start-up. Il a donc participé au concours international de aéronautique organisé par Airbus, concours de perçage, et il a fini second. Alors je préfère dire qu'il a fini premier européen, devant les Allemands et les Italiens, ce qui en robotique est plutôt un beau succès. Alors d'autres exemples, dont certains un peu plus exotiques pour sortir du cadre de la robotique de manipulation. À gauche, vous avez une application d'intelligence artificielle, donc à base de réseaux de neurones, sur de l'applicatif de dévraquage ou de picking, quelque chose qui est assez générique et transverse pour l'industrie. Donc dans le cadre de ce projet, différentes fonctionnalités de tri, différentes briques technologiques, on va dire, ont été développées, qui permettent d'optimiser ce dévraquage. Sur la vidéo en bas à droite, vous avez une application, celle que je jugeais un peu exotique, qui concerne le chargement et le déchargement en gaz naturel en pleine mer. Donc aujourd'hui, on a ce type de système. Alors c'est des bras articulés qui peuvent faire plus de 20 mètres de haut. On les retrouve plutôt onshore hein, pour le pétrole. Là, en l'occurrence, c'est un projet qui consistait à automatiser ce type de bras. Alors ce projet, il a eu une durée de 3 ans. Ce qui se cache derrière, c'est une thèse de doctorat. Donc c'est un ingénieur ENSAM qui a poursuivi en thèse pour cette entreprise. Et la vidéo que vous voyez, c'est sa première vidéo, et on va dire finale, qui montre l'automatisation complète d'un bras qui était totalement passif à l'origine. C'était équilibré mécaniquement, hein, ces systèmes. Donc là, on a un bras qui fait une connexion automatique, qui fait un suivi du client. Évidemment, comme vous le voyez sur la vidéo, là, on n'est pas en pleine mer, donc le client, il est émulé par ce système qui se déplace. Alors, c'est un exemple de très beau succès, dans le sens où l'entreprise a levé tous les verrous qui lui ont permis de remporter les marchés, hein, un marché qui est conséquent, là, en l'occurrence, et aussi un étudiant, en l'occurrence dans le cadre d'un doctorat, d'atteindre un niveau d'expertise qui est largement reconnu. Alors je voulais terminer par ces deux petites vidéos que les étudiants connaissent et qui jugent plus sexy que celles que je vous ai montrées avant, avec humour. Hein. Alors ces 2 vidéos, pour moi, elles témoignent de ce que les étudiants sont capables de réaliser lorsqu'on leur laisse aussi les clés de ces moyens. Ils sont pas attachés d'un point de vue académique, je vais dire, à la plateforme. Et le robot barman sur la gauche est un bel exemple. Il a été développé par une équipe de 2e année en 2016 pour le Grand Gala. C'est donc un exemple de réalisation qui, à l'époque, a été même un peu vexant pour l'équipe puisqu'il a eu une portée qui dépassait nos meilleurs démonstrateurs technologiques du moment. Donc bref, une leçon d'appropriation, de compétences d'ingénierie, bien évidemment, et de communication efficace, qui au final est, je vais dire, un des éléments qui motive également notre investissement en tant qu'enseignant et chercheur dans le renforcement de ce lien formation-recherche. Donc voilà, c'était le mot de la fin pour cette présentation. Je remercie mon directeur général et les présidents du conseil d'administration de m'avoir permis de faire cette présentation. Et bien évidemment, je crois que mon mail est associé à la présentation, donc je me tiens à disposition hein, s'il y a des questions ou pour tout autre échange. Merci. Alors, Thierry, est-ce qu'il y a des questions pour Thierry Mété Non, pas de questions pour Thierry Mété. Alors, juste quand même, vous pouvez voir quand même que la photo de Thierry Mété, c'est une photo quand même qui date déjà, quoi, hein, parce que
même qu'il soit là à Noirmoutier, il n'est pas dans cet état, même là. Bon. Oh. Bien, alors, moi, j'avais déjà dit que Thierry Mété passait beaucoup de temps avec l'école. Il faut l'en remercier. Donc, il passe effectivement beaucoup de temps avec l'école sur des projets stratégiques, donc, dont certains il a pu parler. Et pendant le confinement aussi, donc il a beaucoup participé. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que depuis qu'il y a eu le confinement, donc on fait une réunion en visio avec l'école. Donc il y a la direction générale de l'école, il y a les vice-présidents de la SOS, Thierry Lucotte et puis moi-même. Et il y a aussi Thierry Mété qui participe à ces réunions. Et à l'initiative de Thierry Mété, on a vu que c'est des réunions qui étaient quand même très intéressantes parce que ça nous permettait de faire des choses ensemble, de mieux les faire et surtout qu'à un moment donné, on n'ait pas des initiatives qui soient, je dirais, qui puissent diverger. Et donc, par rapport à ça, donc, à l'initiative de Thierry Mété, c'est quelque chose qu'on prolonge au-delà même. Depuis le déconfinement, on le fait toujours. Et là, il y a un certain nombre de réunions qui sont prévues juste à fin juillet. Donc, par rapport à